Bon, bah, apparemment, on ne me voit pas à l'écran parce que j'ai un petit souci avec ma vidéo. Donc, c'est bien votre président qui vous parle. Bienvenue pour ce premier SinaWeb. Je vous en avais donc parlé lors de la dernière AG. C'est un premier rendez-vous important parce que c'est comme ça que l'on va créer des liens qui nous manquent terriblement, certainement entre nous, adhérents, et avec les partenaires, qu'il ne faut pas oublier. Et donc, ce premier rendez-vous est consacré donc à la 2020 avec Alexandre Pujol de chez Loriot. Et c'est lui, bien entendu, qui va nous parler de ce vaste sujet important. Et on a décidé aujourd'hui d'avoir un seul partenaire. Donc, je vais lui laisser la parole pour une bonne vingtaine de minutes. Il va développer ce sujet important et qu'il a un peu saucissonné parce que je l'ai déjà vu lors d'un dernier congrès, il y en a pour 1 heure. Voilà. Donc, à toi, Alexandre, quand tu veux, quand tu peux. Merci Dominique. Ouais, 1 heure, c'est vraiment le minimum syndical. Ah, enlever le masque, ça ira mieux pour le son. Donc aujourd'hui, ouais, la thématique du jour sera l'Aéro 2020, donc qui entrera en application d'ici quelques mois. Juste d'un point de vue fonctionnement, si vous avez des questions, je vous inviterai à les saisir directement sur le chat et on viendra dessus après la présentation. Alors, donc je vous ai fait une version un peu condensée de l'Aéro 2020, parce que c'est vrai qu'on pourrait y passer des heures dessus. On va essayer de balayer ça de façon très synthétique et très pragmatique, que vous ayez un maximum de données sur les évolutions qui sont à venir d'ici quelques semaines. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'Aéro 2020, c'est que le socle sur lequel elle a été bâtie est complètement issu de l'ART 2012. Donc, sur le côté énergétique de la future Aéro 2020, les bases restent sensiblement les mêmes. Donc il y a un coefficient que vous allez retrouver, que vous connaissez parfaitement bien, c'est le BBO, c'est celui qui vous permet notamment de déposer vos permis de construire sur les bâtiments neufs. Donc ça va être le premier indicateur qui a été issu donc, de l'ART 2012 européen Aéro 2020, et dans lequel on va retrouver le calcul de 3 besoins, je dirais, de base du bâtiment, ses besoins d'éclairage, ses besoins de refroidissement, ses besoins de chauffage. Alors sur le fond du calcul du BBO, il n'y a pas eu de gros aménagements. On va retrouver 2 grosses modifications. C'est d'une part au niveau des données climatiques qui ont été réactualisées pour qu'elles soient plus en phase avec ce qui se passe à l'heure actuelle. La base, je dirais, climatique qui était utilisée en RT 2012 était un petit peu périmée. Et on a également une mise à jour de tout ce qui est scénario d'occupation des bâtiments, donc avec des habitudes de vie qui ont pu changer entre la RT 2012 qui a été mise en place en 2013 et les habitudes qu'on aura en 2020, notamment avec la génération du télétravail et autres. Donc le premier indicateur qu'on va retrouver, c'est le BBO, donc qui va être pondéré et en tout cas limité par un coefficient de BBO max, donc ça, c'est habituel. Le calcul du BBO va nous permettre de calculer donc, les besoins du bâtiment, et ces besoins du bâtiment vont être mis au regard de tout ce qui est consommation dans le bâtiment. Donc on va retrouver un deuxième coefficient qu'on connaît parfaitement bien, c'est le CEP, donc le coefficient des consommations en énergie primaire du bâtiment, qui fait le bilan donc, de plusieurs postes de consommation réglementaire. Donc on va retrouver l'éclairage, le refroidissement et le chauffage, qui est la base du BBO. On va retrouver également des postes additionnels, qui sont la ventilation, l'eau chaude sanitaire. Pour les bâtiments collectifs, on va retrouver également tout ce qui est consommation liée au parking, notamment les éclairages et tout ce qui est ventilation. Et on va retrouver tout ce qui est déduction de la part de photovoltaïque, donc la production d'électricité à demeure. Petite modification au niveau, je veux dire, du bilan du CEP, notamment qui intervient au niveau de la prise en compte de la production photovoltaïque. Auparavant, RT 2012, tout ce qu'on produisait sur une installation était déductible du bilan. Désormais, ce qui va se passer, c'est que les pouvoirs publics ont demandé à ce que le photovoltaïque soit plutôt utilisé localement. Donc, on va venir déduire du bilan uniquement la part de photovoltaïque qui est consommée dans le bâtiment et qui est consommée dans le bâtiment pour les postes qui sont observés dans le CEP. Donc, c'est une prise en compte qui a un peu bougé par rapport à ce qu'on avait auparavant. En plus du CEP, il y a un second indicateur qui a été ajouté dans cette Aéro 2020, c'est ce qu'on appelle le CEP non renouvelable. C'est-à-dire qu'on va venir observer la quantité d'énergie non renouvelable qu'on consomme sur le bâtiment. L'objectif de ce nouvel indicateur, c'est d'une part de
limiter, je dirais, l'usage aux énergies les plus carbonées sur le bâtiment et aller vers une généralisation, en tout cas, et un recours beaucoup plus important aux énergies renouvelables. Sur ces deux indicateurs, les trois avec celui qui a été ajouté, ce qui reste à définir, c'est le seuil réglementaire, donc sur quel niveau de contrainte on va être attendu dans les prochains mois sur cette RE 2020, et ce seuil de calage est en cours de travail au niveau des services de l'État. Second indicateur qui a fait pour lui une grosse révolution, c'est qu'auparavant, en RT 2012, quand on s'intéressait au confort, on n'avait qu'un seul indicateur qui s'appelait la TIC. Donc la température intérieure conventionnelle, qui est un héritage de la RT 2005. A été travaillé un indicateur, tout neuf, ce qui est la méthode de calcul. Toutes les données de modélisation sont entièrement neuves, ont entièrement été créées pour cette RE 2020. On va appeler ça le DH, donc c'est la durée d'inconfort en heures. On va s'appuyer sur plusieurs choses pour calculer cette durée d'inconfort. Alors tout d'abord, on va avoir une description du bâtiment. Donc, de la même façon qu'on le fait sur le calcul du coefficient Bévio et le coefficient CEP, on va modéliser les données qui permettent de calculer ce coefficient. La grosse nouveauté, c'est qu'au niveau des scénarios météo, on va se mettre dans des conditions de calcul qui sont dites caniculaires. Donc ça, c'est un peu une nouveauté, c'est pour prendre en compte la multiplication des périodes caniculaires. Donc comme on a pu constater au niveau du premier confinement qu'on a eu au mois de mars-avril, où il a fait des chaleurs exceptionnelles, et comme on a pu également reconstater au mois d'août, on a eu des températures, exceptionnelles aussi, mais qui deviendront de moins en moins exceptionnelles dans les mois à venir et dans les années à venir. On va également s'appuyer sur le fait que dans les scénarios d'occupation, au mois d'août, les personnes sont présentes dans le bâtiment, ce qui n'était pas le cas en RT 2012. Parce qu'en RT 2012, on partit du principe qu'on avait 3 semaines de trou dans le scénario d'application au mois d'août. Donc que les gens n'étaient pas là, ils étaient partis en vacances, en gros ils n'étaient pas présents et ne ressentaient aucun inconfort. Donc là, on va se placer au mois d'août dans le bâtiment et avec des températures extérieures qui sont d'ordre caniculaire. Ensuite, ce qu'on va mesurer, c'est le niveau d'inconfort heure par heure de l'occupant. Donc on va dire, à l'instant T, l'occupant ressent un inconfort de 2 points. À l'heure suivante, ça va être 3 points. À l'heure suivante, 4 points. Et on va sommer ce nombre de points d'inconfort, ce qui va nous permettre d'obtenir l'indicateur DH. Donc on est sur des sommes de degrés-heure d'inconfort. Cet indicateur DH va être comparé à 3 niveaux réglementaires. On aura un premier niveau réglementaire, on va considérer que le confort de T, en tout cas le confort de l'habitant dans son bâtiment, va être conforme. Donc c'est à partir du moment où l'inconfort mesuré dans le bâtiment ne dépassera pas 350 degrés heure. Donc ça, c'est un seuil qui, en l'état actuel des choses, est figé. Si on dépasse dans un premier temps de façon limitée, on va considérer que le bâtiment est conforme, mais que le manque de confort dans le bâtiment va amener le futur occupant à s'équiper avec, par exemple, un système de climatisation qui pourrait être une pompe à chaleur RR, un monosplit, un bisplit qui pourrait être acheté dans la grande distribution ou installé par un professionnel. Cette prise en compte va entraîner plusieurs conséquences, notamment sur le calcul des 2 indicateurs précédents, le Bévio et le CEP. Donc à partir du moment où on ne sera pas en capacité de garantir un confort suffisant et qu'on aura un doute sur la mise en place future d'un système de climatisation, 2 choses vont être ajoutées. On va d'abord considérer, étant donné qu'on a un système de climatisation qui sera potentiellement installé, on va calculer un besoin de rafraîchissement, un besoin de climatisation. Donc ce besoin de climatisation directement va venir pénaliser le calcul du Bévio, du besoin bioclimatique, et donc on aura moins de facilité, il faudra compenser le fait que le bâtiment soit moins, confortable, par un retravail peut-être sur l'isolation, peut-être sur les volets roulants, peut-être sur d'autres points. Deuxième chose qui va être ajoutée, on va ajouter un forfait de consommation de climatisation qui va tenir compte en fait du fait qu'on va installer prochainement un système de climatisation. Le forfait de climatisation va dépendre de la zone climatique dans laquelle on construit le bâtiment. Donc c'est sûr que si on est en PACA, on n'aura pas le même besoin de climatisation que si on construit en haut de Strasbourg. Voilà, ou à Chamonix par exemple, si on veut comparer. Donc, on a une double pénalisation sur le Bévio, sur le CEP. Donc ça, c'est dans le cadre où le bâtiment se retrouve dans un niveau moyen de confort. Le troisième seuil qu'il ne faudra surtout pas dépasser, c'est quand on est non conforme. Alors, le seuil réglementaire pour dire le bâtiment est non conforme reste en cours de travail, on le connaîtra dans les prochaines semaines. Mais à partir du moment où le bâtiment sera non conforme, la seule solution sera de retravailler sa conception. Le pouvoir public ne voulait pas généraliser les systèmes actifs de climatisation, de refroidissement. On ne voulait pas voir généraliser la climatisation dans tous les bâtiments.
Donc, les seules solutions, les recours qu'on a en conception, c'est l'usage de solutions passives. Alors, ça va être des puits climatiques, ça va être des gestionnaires de volets roulants, des brise-soleil, des masques, des casquettes, voilà. Donc, on va travailler ici en phase conception sur l'amélioration, je vais dire, du confort de l'habitant en solution en période d'été. Alors, l'amélioration de la conception du bâtiment pourra se faire si le bâtiment est non conforme, bien entendu, pour le faire rentrer dans une des deux catégories. Mais on peut également travailler, même si le bâtiment est conforme, pour effacer la climatisation qui sera ajoutée au bilan, ce qui peut être intéressant en matière de conception. Donc ça, c'est le deuxième indicateur qui a été ajouté, et celui-ci est tout neuf, je dirais, et 100% dédié à l'aéro 2020. Le retour d'expérience qu'on a pour l'instant, et qui a été notamment restitué par le groupe applicateur, c'est que dans tout ce qu'on construit actuellement, il y a plus de 80% des opérations qui sont conformes, mais pas suffisamment conformes pour ne pas inclure dans le bilan des systèmes de climatisation. Donc le gros conseil qu'on peut apporter à ce niveau-là, c'est qu'il y aura un véritable travail de fond à mener sur l'adaptation des bâtiments en période d'été pour justement passer sous ce seuil de 350 degrés d'heure d'inconfort. Ça, c'était pour la partie, je dirais, énergétique et confort. Alors, l'une des grosses nouveautés qu'on va voir avec l'Euro 2020, et j'en avais déjà parlé, c'est au niveau de l'impact carbone des bâtiments, donc qui va être demandé d'évaluer et qui va être contraint également. Première chose à dire, c'est que pour réaliser un calcul ou un bilan environnemental sur un bâtiment, l'ensemble des données qu'on peut utiliser sont issues de la base IGNES. Donc la base IGNES à l'instant T, alors ça c'est un tableau qui date de fin mai 2020, donc qui est assez à jour. Je pense que le baromètre va être mis à jour d'ici quelques semaines également. On s'appuie également à l'heure actuelle sur 1835 FDES, notamment 66 FDES configurables, donc ce qui permet d'augmenter la panoplie de produits auxquels on a recours. 331 PEP EcoPassport, donc ça c'est pour tout ce qui est produit d'équipement du bâtiment, donc tous les produits de génie climatique notamment. Dès lors que les fiches FDES n'étaient pas, je vais dire, suffisantes pour réaliser l'ACV, le gouvernement est venu compléter la base IGNES en mettant des données par défaut. Donc actuellement, les trous dans la raquette pour le bilan ACV sont complétés par 1324 fiches. Donc ces fiches qui pourront être amenées à être supprimées, ou en tout cas, si les différents partenaires industriels amènent des données complémentaires, meilleures que ces données par défaut, elles pourront être valorisées. On a également tout ce qu'on appelle des données conventionnelles de service. Alors là, c'est pareil, c'est le ministère qui, lui, a mis des données figées dans la méthode de calcul, qui sont des données d'obligation d'usage pour nous, c'est-à-dire que même si on a des données plus favorables, on ne pourra pas les utiliser. C'est notamment sur tout ce qui est service, donc service notamment énergétique, donc tout ce qui est poids carbone de l'électricité, du bois, du gaz notamment. Et on a également tout ce qui est service autre, c'est-à-dire les services de mise à disposition de l'eau, services de retraitement des eaux usées, etc. Au niveau du bilan carbone, on va s'intéresser à plusieurs parties, à plusieurs ce qu'on appelle des contributeurs pour faire un bilan global. Le premier contributeur sur lequel vous allez avoir une action directe, c'est ce qu'on appelle les composants du bâtiment. Donc c'est tous les produits de construction, donc tous les produits qui vont être utilisés pour la construction du bâtiment. Donc là, on va être en phase chantier et on verra que l'impact est également sur toute la période d'exploitation du bâtiment. Donc le choix des produits va être primordial pour réduire l'impact dès la conception du bâtiment. Seconde chose, et pas des moindres, qui va être également un gros contributeur, c'est tout ce qui est choix de l'énergie qui va être utilisée dans le bâtiment. Cette énergie va être utilisée pendant toute la période d'exploitation, qui va aller jusqu'à 50 ans d'exploitation du bâtiment. Donc plus on aura une source d'énergie décarbonée, plus cet indicateur sera fait. Deux autres contributeurs complémentaires, c'est tout ce qui est eau et chantier. Donc ça, je dirais que c'est des contributeurs qui sont mineurs, sur lesquels vous avez très peu d'action. Donc sur l'eau, ça va être la mise à disposition d'un litre d'eau, par exemple au robinet, tout ce qu'on va être sur le retraitement. Donc est-ce que vous êtes en présence d'un retraitement des eaux en collectif, en individuel? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce que vous êtes en fosse septique? Voilà. Donc tous ces paramètres-là vont interférer dans le contributeur eau, mais par rapport aux deux autres contributeurs, composants énergie, c'est vraiment un contributeur qui va être mineur. Quatrième contributeur, c'est le chantier. Donc c'est pareil, le chantier par rapport à l'énergie, les composants vont être vraiment très mineurs également. Parce qu'on parle d'un chantier qui va durer entre 6 mois et peut-être 18 mois si on est sur une grosse maison vraiment très particulière. Et quand on va mettre les consommations de chantier au regard des 50 années d'exploitation derrière, c'est vrai qu'on est sur une enveloppe qui est très 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 légère. Et enfin, cinquième point, c'est tout ce qui est parcelle. Donc on va mettre dans un lot à part, dans un contributeur à part, et ça a été un des travaux qui ont été menés lors des travaux de modélisation, c'est la parcelle. La parcelle est toujours un gros sujet, c'est-à-dire que lors de la réception du bien, est-ce que les aménagements extérieurs sont faits?
En règle générale, c'est rarement le cas, en tout cas sur le diffus résidentiel individuel. C'est sûr que dès lors qu'on est en collectif ou sur du bâtiment tertiaire, c'est une autre affaire, mais voilà. La parcelle fait l'objet d'une évaluation qui est complètement à part. Alors au niveau des composants et même au niveau des services, l'analyse de cycle de vie d'un bâtiment et plus particulièrement d'un contributeur, c'est très simple. Autant la méthode sur la partie thermique et la partie énergie fait 1800 pages, je crois, autant sur la partie carbone, elle pourrait tenir en une slide. Pour le carbone, c'est très simple, on va prendre la quantité du composant, fois ce qu'on appelle un facteur d'adaptation, c'est-à-dire qu'on va avoir 50 ans d'exploitation, on va considérer que le produit a une durée de vie de 20-25 ans, qu'on peut avoir sur un produit climatique, une pompe à chaleur. Donc on va considérer qu'au niveau du produit, il va être renouvelé 2 fois pendant la phase d'exploitation. Ça, c'est simplement un coefficient multiplicateur. Ensuite, on va multiplier ça par ce qu'on appelle des données environnementales, donc qui vont être issues directement des fiches de déclaration environnementale, des fiches PEP. Alors, quand vous ouvrez une fiche de déclaration environnementale, vous avez un nombre d'indicateurs qui est complètement dingue. Je crois que vous en avez 64 au total. Et sur ces 64, l'ARE 2020 a décidé de s'intéresser qu'à un seul, c'est les émissions de gaz à effet de serre. En multipliant la quantité de produit par son facteur de renouvellement et le nombre d'émissions de gaz à effet de serre du produit, on va obtenir l'impact global du composant. Donc c'est assez simple, c'est des multiplications et des sommes, donc sur la méthode, rien de très sorcier. On parlait tout à l'heure des produits de construction, notamment des bases IGNES et des FDES et des PEP. Alors ça, c'est une analyse, une étude qui a été faite notamment dans le cadre du groupe applicateur, sur laquelle on est venu comparer l'impact d'une solution où on a parti à 100% sur des fiches de déclaration environnementale par défaut, et sur lequel un second scénario sur lequel a été fait, ou en tout cas on a eu recours à un maximum de fichiers FDES PEP fournis par des partenaires industriels. Donc on voit que l'impact entre une étude qui est 100% par défaut et une étude qui a été, je dirais, bien conçue avec les bons partenaires est très impactant, parce qu'on arrive à gagner pratiquement 50% de performance sur le bilan carbone. Donc là, on voit tout à fait l'intérêt que l'on a à aller chercher des partenaires qui sont armés d'un point de vue fichier de déclaration environnementale pour avoir une conception qui soit plus juste et génère le moins de pénalisation possible. Ce qui est donc en constat, c'est que l'utilisation de données par défaut est très pénalisante dans la CV. Donc, mettre les bons produits au bon endroit et sélectionner des produits qui ont un critère très spécifique sur la partie carbone par le biais de la fourniture d'une fiche de déclaration environnementale est primordial. Ce que l'on va calculer au niveau des impacts environnementaux, c'est ce qu'on appelle le GSPCE, donc c'est pour les produits de construction, c'est le premier composant qui va être contraint par un seuil réglementaire. Deuxième chose qu'on va regarder, alors pour compléter déjà la partie produit, ce qui est à noter dans le bilan et ce qui va revenir beaucoup, c'est au niveau de l'impact des produits bois. Donc on a une très belle, je vais dire, promotion qui est faite dès lors qu'on utilise du bois dans la construction. Donc ça va être du bois au niveau de la charpente, ça va être du bois au niveau de l'ossature, ça va être un peu partout. On bénéficie de ce qu'on appelle des puits carbone, du stockage carbone, donc qui va permettre de stocker du CO2 durant tout le cycle de vie du bâtiment. Donc c'est un des leviers d'optimisation qu'on peut avoir avec du bois. Et on voit également très bien que les solutions classiques sont également tout à fait pertinentes dès lors qu'elles sont conçues correctement. Alors, deux choses à noter également, c'est que la méthode de calcul a un petit peu évolué par rapport à ce qui a été fait il y a encore quelques mois. On est passé dans ce qu'on appelle une méthode dynamique de calcul ACV. C'est vrai qu'il y a quelques mois, on prenait l'ensemble des produits dès la phase de conception, dès la phase chantier, on allait sommer leur impact environnemental en une seule fois. La méthode dynamique va diluer l'impact environnemental sur tout le cycle de vie du bâtiment, ce qui permet de valoriser tout ce qui est stockage carbone. Donc c'est pour ça que le bois, notamment, se retrouve très bien valorisé. À noter également, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est que les surfaces de référence vont un petit peu changer. Quand on regardait la précédente expérimentation plus et moins, on avait une surface spécifique qui attrayait à la thermique, elle s'appelait la SRT, et on avait une surface spécifique pour le calcul carbone qui était la surface de plancher. Pour assurer une plus grande lisibilité, tout va être uniformisé avec un rapport à la surface habitable, donc ce qui sera beaucoup plus simple à calculer et à interpréter pour tout le monde. Au niveau des contributeurs, donc je disais tout à l'heure, il y en a 5. Le deuxième qui va être prépondérant, c'est tout ce qui est énergie. Donc on va venir regarder l'impact environnemental de l'énergie. Donc toutes ces données vont être directement tirées, je dirais, de l'étude thermique préalablement réalisée. On va venir pondérer en fonction du vecteur énergétique retenu, donc électricité, gaz, bois, etc. Le gros, je dirais, contrainte qui va être mise sur ce contributeur-là, l'impact environnemental,
c'est que ça va fortement pénaliser, en fonction du niveau de contrainte bien sûr qui va être mis, ça pourrait fortement pénaliser tout ce qui est usage des énergies carbonées. Quand on regarde ce qui a été fait au niveau des simulations, bon, après tout dépendra du niveau de contrainte qui va être mis dessus, hein, bien sûr, mais on voit qu'il y a un vrai décrochage entre tout ce qui est solutions 100% électriques et solutions qui sont plus à énergie fossile, donc notamment tout ce qui est gaz, pourrait se retrouver un petit peu décroché. En tout cas, on a une belle différence qui se fait entre les deux solutions énergétiques. Après, si le niveau de calage, par exemple ici, est maintenu à 12, toutes les solutions seront éligibles. En attendant que le gaz plus, proposer des solutions plus décarbonées, valoriser le biométhane, etc. Ce qui pourrait être une alternative, mais c'est sûr que si le niveau de calage est plus bas, il faudra que des efforts soient faits, en tout cas pour réduire l'impact du contributeur énergie. Sur les trois autres contributeurs, j'en parlerai pas pour l'instant, on est vraiment sur quelque chose de mineur, donc pas de difficulté particulière. Le troisième indicateur sur lequel vous allez être attendu, c'est le niveau global d'impact carbone du bâtiment. Mais bon, si les postes sont traités déjà en amont, ce dernier coefficient ne devrait pas poser de contraintes particulières. Alors, la même chose que sur le DH, le BBio et le CEP, les seuils réglementaires sont en cours de travaux et devraient être connus d'ici la fin d'année ou début d'année prochaine. Alors, gros sujet qui était, je vais dire, un petit peu tiré du chapeau et qui est apparu au fil des travaux sur la RE 2020, c'est la ventilation. Sur la ventilation, grosse évolution, c'est qu'on va aller vers des obligations de réception des installations. Donc, ces obligations de réception des installations vont se traduire par un contrôle en fin de chantier, donc contrôle qui va être réalisé par deux entités. Donc, soit ce sera des opérateurs indépendants qualifiés qui interviendront, donc notamment ça pourrait être les opérateurs de perméabilité à l'air, parce que le matériel qui est utilisé par ces opérateurs est le même que celui qui est utilisé lors du test. Donc ça pourrait être une alternative. Et deuxième chose qui pourrait être faite, c'est un contrôle sous forme d'autocontrôle par un salarié qualifié de l'entreprise qui est en charge de la mise en œuvre de la ventilation. Très clairement, le point qui est le plus plébiscité, c'est le premier, parce que le contrôle par une tierce partie est quand même plus pertinent que l'autocontrôle par un artisan, qui aura peut-être tendance à un petit peu camoufler si jamais il y a des choses qui sont un peu de travers. C'est vrai qu'aller vers un contrôle tierce partie serait, à mon avis, plus pertinent. Une qualification spécifique, donc que ce soit pour les opérateurs ou les salariés d'une entreprise, va être mise en place par Calibat. La seule chose qui est à savoir, c'est que le référentiel est déjà en place. C'est un référentiel que vous pourrez trouver sur le site de Promévent. Donc c'est celui qu'on utilise nous actuellement en interne pour faire les tests chez nos différents clients. Le référence Promévent permettra, à l'issue du contrôle, la réalisation de ce qu'on appelle une attestation de conformité. Alors, l'attestation de conformité prendra à peu près la même forme que celle qui est utilisée dans le cadre de la RT 2012, donc elle sera générée directement sur un site ministériel, en tout cas dans ce qui est prévu. Et cette attestation sera ajoutée au bordereau des pièces obligatoires lors de la déclaration d'achèvement de conformité des travaux. Donc pour l'instant, il y a 3 annexes, AT1, AT2, AT3, notamment pour la thermique du bâtiment. Et on aura une 4e annexe, AT4, qui va être créée pour la réception des installations de ventilation. Au niveau du référentiel Promévent, quand on le regarde de près, on a 3 niveaux de contrôle qui sont possibles. Le niveau 1, c'est ce qu'on va appeler une vérification qui est purement fonctionnelle. Donc là, pas besoin d'appareil de mesure, on a une grille de contrôle qui est très garnie, parce qu'on a plus d'une centaine de points de contrôle sur une petite installation. Donc là, on va purement être sur du contrôle visuel, sur les parties qui, bien entendu, sont contrôlables. Et c'est là un petit peu que le bas blesse, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément pouvoir contrôler la continuité, la bonne pose de tout ce qui est réseau aérolique et tout ce qui est extraction d'air dans le bâtiment. Le niveau qui est un petit peu plébiscité, c'est tout ce qu'on appelle le mesure fonctionnelle de pression aux bouches. Donc ça, c'est actuellement nous ce qu'on pratique le plus au sein du bureau. Donc c'est simplement venir mesurer la pression qu'on va avoir au niveau de la bouche d'extraction. Alors dans les avis techniques, vous allez retrouver la pression minimale à retrouver au niveau de ces bouches d'extraction qui est de 80 pascal. Sur les tests que nous, on a pu faire et sur les retours d'expérience qu'on a pu avoir notamment avec la QC, le constat est assez alarmant parce qu'à l'heure actuelle, on a plus de 2 tiers des installations qui sont non conformes. Alors non conforme, quand on base de non-conformité, ça ne veut pas dire que la ventilation est complètement obsolète. Bien souvent, on a peut-être 80% d'installations qui fonctionnent correctement et on a peut-être une bouche ou l'extraction qui va être défaillante. Alors défaillante pour plusieurs raisons. Soit c'est que le réseau a été trop, je vais dire, trop torturé, donc il y a trop de gaines qui sont de travers, trop de perte de charge en fait, et là on a un problème de conception du réseau en fait, tout simplement. On peut avoir également un problème de mise en œuvre, donc une gaine qui va être déchirée, un problème de raccordement. Donc ça c'est d'autant de pathologies qu'on sera en mesure de détailler, sur lesquelles on pourra apporter des réponses.
Dès lors qu'un niveau de contrôle sera demandé, ce qu'il faudra faire également, et ça c'est un des problèmes qu'on a actuellement, c'est au niveau de l'alimentation d'électricité du groupe. C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est un problème de phasage, c'est-à-dire que lorsque les opérateurs perméabilité à l'air arrivent actuellement sur chantier et font leurs tests, la maison n'est pas raccordée en électricité. Donc si on veut faire une mesure de pression en bouche et que le groupe ne tourne pas, ça va être une grosse problématique. Donc là, il y aura un petit point de phasage chantier à traiter. Le troisième point, mais qui ne peut pas être, je vais dire, mis en place sur beaucoup d'installations actuellement, ce serait la mesure spécifique de perméabilité à l'air du réseau. Donc on va venir voir le taux de fuite sur le réseau. Alors ces mesures d'étanchéité de réseau ne sont réalisables que si on est sur du réseau semi-rigide ou rigide. Quand on regarde le nombre d'installations qui sont faites totalement ou en tout cas partiellement en réseau souple, pour l'instant, il y a peu d'installations sur lesquelles on peut réaliser ce type de test. Alors, je ne dis pas à terme qu'on pourra réaliser plus, certainement, parce que le nombre de réseaux rigides, semi-rigides va se multiplier, je pense, dans les mois à venir. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui serait plutôt plébiscité, c'est le niveau 2. Avec une mesure de pression qui est simple à mettre en œuvre. En 20 minutes, tout est testé et on a directement un résultat complet. Au niveau du calendrier, alors maintenant, je vais dire qu'il a été assez bien suivi. Donc, on a des travaux plus en profondeur de l'ARE 2020 qui ont démarré depuis janvier 2020. Bon, tout un tas de travaux ont pu se réaliser et s'accélérer durant le confinement pour avoir une restitution très propre au mois de septembre. Là, actuellement, la période de consultation vient d'être clôturée. Elle a été clôturée il y a quelques jours. Donc là, c'est terminé. Ce qui est attendu maintenant, c'est tout ce qui est publication des textes officiels, donc qui devrait intervenir à la fin de l'année. Bon, il ne faut pas trop l'espérer, parce qu'on retourne en confinement, ce sera plutôt début d'année prochaine, au mois de janvier, et on va vers une application à l'été 2021. Alors, plusieurs dates circulent pour la mise en application. On serait soit sur 1er juillet 2021, ce qui, à mon avis, a peu de chances d'être le cas. Là, on parle en date de dépôt de permis de construire. Et la date qui serait plutôt pressentie, c'est 1er septembre 2021. Ce qui nous laisserait le travail tout l'été, je dirais, pour travailler, pour former les personnes à cette nouvelle réglementation. Alors, les travaux ne vont pas s'arrêter là non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mon avis, les premiers seuils réglementaires qui vont être définis dans la RE 2020 risquent d'être assez légers. Donc, pour aller vers des niveaux beaucoup plus, je vais dire, beaucoup plus performant, un label d'État va être mis en place, en tout cas va être travaillé pour une parution à la fin d'année 2021. Et c'est le plan bâtiment durable qui a à sa charge la mise en place de ce label. Deuxième chose également, c'est que la version de l'ARE 2020 qui va être publiée en fin d'année ne concernera pas tous les bâtiments. Donc il y aura un complément qui va être mis en place notamment pour certaines typologies de bâtiments tertiaires pour une entrée en vigueur à l'été 2022. Donc comme ça a été le cas en fait avec l'IRT 2012. Ce qu'il faut savoir également, dans son fonctionnement, la RE 2020 n'est pas figée, ça va être quelque chose de dynamique. Donc on ira vers un renforcement progressif des contraintes mises en place par la RE 2020. Alors ce sera tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans, ça, la fréquence reste à définir. Mais en tout cas, le niveau de contrainte qui va être mis sur la RE 2020 suivra les objectifs du SNBC, donc de la stratégie nationale bas carbone, qui a pour objectif de réduire de 40% en 2030 les émissions de gaz à effet de serre et d'arriver vers la neutralité carbone à 2050. Donc on sera sur une méthode qui est dite dynamique et qui va se renforcer au fur et à mesure des années. Voilà pour vous donner, je dirais, une vision globale de ce qui est mis en place par la RE 2020. Je vous ai mis à la fin du support les deux sites de référence que vous pouvez consulter pour suivre les travaux et vous retrouverez l'intégralité des textes, donc soit sur RT Bâtiment, soit sur Bâtiment-Énergie Carbone, qui sont les 2 sites de référence. Voilà pour la présentation. Maintenant, si vous le souhaitez, on peut passer aux différentes questions qui peuvent être posées durant la présentation. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre, pour cette intervention. Maintenant, il faut digérer tout ce que tu viens de nous dire. Ça permet de longues soirées l'hiver pour consulter tous les documents et arriver à quelque chose. Mais bon, il y a beaucoup de travail. Et merci beaucoup pour cette intervention. Nous continuerons donc le Cinamob donc pour notre futur rendez-vous qui sera le 19 novembre, puisque je crois qu'il y a le 11 novembre entre les deux et certainement des ponts. Et donc, nous parlerons de comment minimiser les risques de fissuration en façade avec l'intervention de BioBrick et de SIAC. Voilà. Je vous dis donc à bientôt. Parlez-en entre vous dans les régions pour qu'on soit encore plus nombreux la prochaine fois. Il faut que ce soit un rendez-vous.
qu'on puisse acter sur nos agendas et qu'on puisse traiter de différentes choses, même comment remplir un formulaire pour être technique concepteur, constituer un dossier. Mais il y a plein de choses à faire. Donc et en plus, chose importante, ceux qui ne pourront pas regarder le direct pourront toujours visionner sur notre site, puisque on a des enregistrements qui apparaîtront sur notre site. Alors, j'ai vu qu'il y avait quand même 2 questions qui sont posées. Est-ce que Alexandre peut répondre s'il a les chats? Voilà, c'est bon. Alors, la question de Rector, pour la première, c'est au niveau du BBO, quel sera le pourcentage de renforcement? Alors, à l'heure actuelle, ce qui est dans les tuyaux, on parle d'un renforcement entre 10 et 20%, donc ce qui serait un renforcement tout à fait acceptable. Parce que quand on regarde ce qui est, je veux dire, pris en compte dans nos études thermiques à l'heure actuelle, sur une année, on est sur un gain moyen qui est autour de 15%. Donc, je dirais qu'un renforcement du BBO de l'entour de 10% ne posera aucun problème. Après, si on va sur quelque chose de plus ambitieux, qui pourrait aller jusqu'à 20-30%, c'est sûr qu'il y aura un travail de fond sur l'isolation et sur la conception du bâtiment qui sera à refaire. Mais en tout cas, voilà, ce qui est plébiscité, c'est un renforcement entre 10 et 30% au maximum en fonction de l'usage du bâtiment. Et en maison individuelle, on serait plutôt sur du 10%. Voilà. Au niveau des questions, je crois qu'il n'y en avait qu'une au final. Non, il y en a 2, je crois. La deuxième, c'est... c'est un remerciement. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, oui. Après la conférence, si vous voulez nous recontacter, c'est avec plaisir qu'on y répondra. Donc, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt, portez-vous bien.